3 milliards 700 millions de dollars pour le Fontainebleau. C'est le plus beau naufrage que vous verrez jamais. Couloir désert, table muette, un casino fantôme en smoking. Comment un tel bijou a pu se planter si violemment? La vérité n'est pas dans les journaux. Revenons aux sources pour comprendre ce merdier. Vous pensiez que la poisse s'était envolée à l'ouverture du Fontainebleau? Erreur. 20 ans de galère, faillite, incendie, crise de 2008, pandémie et Carl Icahn qui plaque tout. La réalité? La malédiction a juste muté. 13 décembre 2023, jour de gloire. Le champagne coulé, Post Malone assurait le show, le nouveau joyau brillait mais le moteur était déjà naze. En 30 jours, 3 pontes se barrent le directeur d'exploitation, le chef marketing et le patron du casino. Évaporé. 1 mois, 3 démissions. C'est pas un hasard, c'est un sauf qui peut. L'ambiance, un local a résumé ça. Un vrai mausolée, magnifique, hors de prix, mais sans vie. Leurs emmerdes ne datent pas de l'ouverture. Le verre était dans le fruit bien avant que le premier client ne débarque. Si vous avez traîné à Vegas, vous avez vu cette tour en vous demandant pourquoi elle semblait si glauque. Pourquoi l'entrée est déserte alors que le Wynn cartonne? Pourquoi personne n'y loge malgré la pub massive? C'est plus que de la poisse, c'est une leçon sur comment l'ego bousille des rêves à coups de milliards. Tout bascule vraiment le jour de l'inauguration, ce fameux 13 décembre. Les joueurs étaient au taquet car le Fontainebleau jouait finement, le tier matching. TT Diamond au César? Bim. Statue Gold au Fontainebleau, pareil pour le MGM. Resto, spa, surclassement offert. Les gros parieurs kiffaient. Enfin, une raison de tester le spot. Le milieu des casinos était en transe, les forums bouillaient. Ça s'appelait Entre potes, ça réservait des vols. C'était le bon plan, gratter le statut direct. Profiter du pactole avant qu'il ne ferme les vannes. Puis, le 14 décembre est arrivé. 24 heures après l'ouverture, rideau sur le tier matching. Sans prévenir, sans un mot, terminé. Les parieurs de Nuit Express se sont sentis trahis. Certains avaient carrément lâché leur hôtel pour venir ici. D'autres avaient annulé le Wynn ou l'Aria. Ils avaient chamboulé tout leur voyage pour cette occasion. La communauté a pété un câble. Sur Reddit, c'était l'insurrection totale. Twitter est devenu un champ de bataille. Le mal était fait. La direction a commencé à ramer. En février 2024, ils ont remis l'offre en douce. Trop tard, la confiance était dead. Les baleines que le Fontainebleau visait n'ont pas oublié l'arnaque. Et le pire arrive. Ce ne sont pas des touristes de base. Ces mecs praquent chaque faille et claquent des fortunes chaque année. Ils ont de la mémoire et sont hyper soudés. Quand tu les entubes, la rumeur flambe direct. À Vegas, t'as jamais de deuxième chance pour faire une bonne première impression. Le Fontainebleau a tout cramé en un jour. Ce fiasco prouvait que les boss n'en triaient rien. Ils ne pigeaient rien aux clients de Vegas ni au programme de fidélité. Ils ont oublié qu'ici, la réputation, c'est du cash. Ils ont fait faillite morale dès le deuxième jour. Et ce n'est même pas leur pire boulette. Un truc crucial a échappé à tout le monde à l'ouverture. Aucune affiliation avec Marriott, Hilton ou Hyatt. Problème, Marriott, c'est plus de 100 millions de membres. C'est pas juste des chiffres, c'est une armée de clients d'affaires avec des budgets de boîte. Des congressistes qui réservent machinalement. Des familles qui cumulent des points depuis des plombes. Le Resorts World, lui, s'est allié à Hilton. Résultat, base de données pleine et crédibilité immédiate. Le Fontainebleau n'avait que dalle. En fait, c'est encore pire que ça. Marriott devait en être en 2018, quand le projet s'appelait encore le Droop. Ils avaient signé. Ça devait être le premier JW Marriott du Strip. Un projet colossal déjà affiché sur leur site. Les agences prenaient des résas pour 2023. Tout semblait rouler comme sur des roulettes. En 2021, Marriott a lâché l'affaire. Accord à l'amiable? Traduction, on ne croit plus à ce plan foireux. Réfléchissez, Marriott plaque un hôtel presque fini sur le Strip. Ils abandonnent leur futur fleuron. C'est pas juste un changement de cap. Ils ont vu un truc si pourri qu'ils ont préféré s'asseoir sur leurs millions. Jeffrey Sofer, le grand patron, s'est mis en tête que son Fontainebleau ferait cavalier seul. Un copier-coller du délire chic de Miami. Ça va cartonner à Vegas, pas vrai? Tu parles. Vegas, c'est l'usine. Faut blinder 3644 chambres chaque foutue nuit. À Miami, c'est du luxe confidentiel. Le truc unique qui justifie des tarifs de malade. Sauf qu'à Vegas, t'es face à des pointures mondiales. Le moindre faux pas et t'es mort.
Prends Resort World, ils ont le réseau Hilton et tous les gros ponts des séminaires qui cumulent leurs points. Le Fontainebleau, que dalle, ils ont débarqué sans un seul client en stock, ni aucun allié solide. C'est pas de l'audace, c'est du suicide pur et simple. Un expert du milieu l'a super bien résumé. Ils se croyaient dans un rêve, on bâtit îles à court, mais Vegas, c'est pas la plage et l'espoir, ça paie pas les factures. Lancer un complexe ici, c'est la guerre pour choper les congrès et les accros au programme de fidélité. Sans une grosse enseigne derrière toi, t'es un fantôme pour la moitié des gens. Autant ouvrir un resto sans enseigne. Et parlons du casino. Partout ailleurs, les machines de vidéo poker pullulent, c'est la base. Des rangées de types qui sirotent leur verre en misant des clopinettes. Au Fontainebleau, un malheureux bar pour ça. Planqué au fond des paris sportifs, un pro du secteur, John Meafé, est passé voir le carnage dès l'ouverture. Selon lui, ce manque allait leur coûter cher. Sur le strip, tout le monde en a des tonnes. Il ne s'est pas trompé. Ces joueurs, c'est le gagne-pain du casino. Ils squattent des heures, consomment et dorment sur place. C'est pas des flambeurs à 50 000 $ le coup, mais ils grattent chaque centime sur des machines hyper généreuses. Mais ils sont fidèles et rapportent gros sur la durée. Les écarter pour privilégier les bandits manchots, c'est un calcul foireux. Les slots rapportent plus, d'accord, mais le poker met l'ambiance. Ça remplit des chaises, ça donne de la vie. Un casino désert, c'est un cimetière et personne veut traîner dans un cimetière. Puis, il y a le cas de la salle de poker. Ils ont carrément zappé le poker. L'excuse, ils ne voulaient que des trucs qui brassent du cash direct. C'est d'une débilité profonde. Le poker fait tourner la machine. Même sans gros prélèvements, les joueurs sont le moteur du lieu. Ils débarquent pour les tournois, réservent des pioles et ramènent des potes qui vont claquer leur fric ailleurs. Ils bouffent, ils picolent, ils lâchent des pourboires, bref, ils créent cette effervescence qui attire les autres. L'Aria, le Bellagio, le Wynn, tous les cadors ont leur salle de poker. Même Resort World, ouvert à peine 2 ans plus tôt, n'a pas fait cette impasse. Les vrais pros savent que le poker soude une communauté et rend l'endroit incontournable. Mais eux se croyaient trop snob pour ça. Un joueur du coin est venu tester. Quoi? Pas de salle de poker? Déception totale. Et le malaise continue. Regarde par terre. De la moquette bleue à perte de vue. Dans le milieu du design, on apprend vite que le bleu, c'est le poison des casinos. Pourquoi? Parce que le business repose sur le rouge, l'or, le marron chaud. Des couleurs qui te poussent à flamber sans réfléchir. Le chaud t'excite, te met à l'aise. Le bleu, ça cale, ça fait réfléchir. Tout l'inverse de ce qu'on veut. C'est bon pour un spa ou du yoga, pas pour un tapis vert. Cette moquette bleue, elle te saute aux yeux. C'est joli, certes, mais c'est un tue-l'amour du jeu. Ça rend l'ambiance glaciale, presque clinique. Tes yeux se disent c'est beau, mais tes tripes te hurlent de te barrer au plus vite. Ils ont choisi le bleu pour faire comme à Miami. Le look avant tout, la psychologie aux oubliettes. Encore une bourde monumentale. Chaque détail diolte ils n'entravent que dalle à leur clientèle. Résultat, les gens désertent. Et le pire arrive, chaque jour ils crachent 8 000 $ au bassinet. Pas pour le jus ou le staff, non, juste pour avoir le droit d'écrire Fontainebleau sur la façade. Ça fait 2 900 000 $ par an en royalties. Voilà le deal foireux de Jeffrey Sofer. Miami est une icône. Vegas voulait son prestige, mais le prestige, ça coûte un bras. Quand tu brasses des millions, 8 000 balles par jour, c'est du détail. Mais là, l'argent ne rentrait pas. Début 2024, il paumait 400 000 $ quotidiennement. Imagine un peu le gouffre. Avant même qu'un client n'entre ou qu'une machine tourne, ils sont déjà dans le rouge de 8 000 $. Chaque matin, ce prix exorbitant pour un simple nom leur pèse comme un boulet de canon. Chaque matin, la direction se réveille avec un trou de 8 000 $ dans la caisse avant même qu'une seule carte ne soit tirée. Et pour obtenir quoi? Le touriste de base ici n'en a rien à secouer du nom de Miami. Les clients veulent du Bellagio. Ils cherchent le César. Ils savent que le simple nom de Wynn, c'est du très lourd. Mais Fontainebleau, à moins de sortir de Floride ou d'être un fada de design hôtelier, ce nom n'évoque absolument rien à personne. Cette marque n'a pas l'aura des géants du Nevada. Tu claques des millions chaque année pour un prestige dont tes propres clients se foutent royalement. C'est comme s'acheter une Ferrari pour la laisser pourrir au fond de son garage. Ok, ça en jette pour les 3 clampins qui la voient, mais tu payes le prix d'une supercar pour une simple badiole de déco. Ces 8 000 $ auraient pu servir à offrir de meilleurs cadeaux, des sélénises minimales, rendre le parking gratuit ou mieux payer les croupiers pour qu'ils ne se barrent pas. Au lieu de ça, tout ce fric finit dans les poches de Jeffrey Sofer juste pour le plaisir d'afficher un nom qui ne fait vibrer personne à Vegas.
Attends, je vais t'expliquer le vrai malaise identitaire derrière ce bid. Un journaliste est passé juste après l'ouverture et son verdict est glacial. C'est l'expérience Vegas faite pour ceux qui détestent Vegas. Relis bien ça, c'est terrifiant. Le Fontainebleau a voulu jouer la carte du chic, du raffiné, loin du Vegas criard, des néons et des buffets bas de gamme d'autrefois. Il rêvait d'élégance européenne et de style Miami, mais les gens viennent ici pour le show, l'excès et ce côté délicieusement absurde. Les touristes veulent admirer les jets d'eau du Bellagio, ils veulent voir des spectacles de magie grandioses. Ils veulent repérer le rayon lumineux du Luxor depuis l'espace. Ils cherchent de la barbaque pas chère à 4 h du mat. Ils veulent des croupiers qui ont de la gueule et des serveuses qui retiennent leur boisson préférée. Le Fontainebleau est passé totalement à côté de ça. Les couloirs sentent la peinture fraîche et les bouquins poussiéreux. C'est calme, presque comme à l'hosto. Elle est où la niaque? Elle est où l'ambiance? On ne ressent jamais cette décharge d'adrénaline, ce sentiment que tout peut basculer. L'endroit est sublime certes, on y trouve des restos de chefs étoilés, des chambres de dingue avec vue sur les montagnes et une statue géante de 46 pieds qui coûte sûrement plus cher que ta propre baraque. Le spa est une merveille, les piscines sont impeccables mais on dirait un musée. Et à Vegas, les musées, ça ne rapporte pas un rond. Le win est luxueux, mais il garde l'esprit Vegas. Les employés discutent et les machines chantent. Il y a de la vie, du mouvement, du jus. Le Cosmopolitan est haut de gamme, mais il reste fun avec son bar géant et ses coins secrets. Ses soirées de folie au bord de l'eau. Même le Resorts World, pourtant récent, a su capter ce côté kitsch avec une culture de jeu internationale et une vraie énergie. Mais le Fontainebleau a voulu snobber Vegas. Cela jouait trop classe pour cette ville, en espérant attirer des gens qui se croient au-dessus du lot. Et la ville le lui fait payer très cher, parce qu'on va se dire la vérité. Ceux qui n'aiment pas Vegas n'y foutent jamais les pieds. Et ceux qui adorent ça ne veulent pas d'un endroit qui a honte d'être là. Tu ne peux pas réussir en méprisant tes clients, en leur disant que leur vision de Vegas est ringarde alors que la tienne est supérieure. Cette ville a une âme. Tu peux la sublimer, comme l'a fait Wynn, mais pas la remplacer. Tu n'es ni à Miami, ni à Monaco, arrête ton cinéma. T'es à Vegas, et ici, ça se respecte. Et puis, il y a la question de l'emplacement. Le Fontainebleau est paumé tout au bout du strip, juste en face du Circus Circus. Visualise le truc, t'as un complexe à 3,7 milliards de dollars. Et ton voisin de palier, c'est le Circus Circus, le spot fauché, avec son clown délavé et ses chambres à 35 balles. Il te faut presque 1 heure de marche pour atteindre les fontaines du Bellagio. C'est le désert. Bien sûr, tu peux prendre un taxi. Mais Vegas, c'est l'imprévu. C'est déambuler entre les salles de jeu et tomber sur un truc de dingue sans l'avoir prévu. C'est ça la magie ici. Tu sors du Cosmopolitan, tu glisses vers l'Aria, puis le Bellagio et le Caesars. Tu rebondis d'un univers à l'autre, tu explores. Chaque casino essaie de te harponner, de capter ton regard. C'est tout cet écosystème qui fait choper la carte bleue. Tu passes devant un resto chic et tu te dis pourquoi pas. Tu croises une table de blackjack et tu t'installes sur un coup de tête. Le Fontainebleau tue totalement ce délire. T'es seul au monde, coincé. Un gratte-papier a écrit « Si tu veux changer d'air, prépare-toi à raquer un taxi ou à marcher une plonde pour rejoindre le cœur du strip. » Mets-toi à la place du client. T'es logé au Fontainebleau mais tes potes sont au Bellagio. Tu veux les rejoindre pour bouffer? C'est toute une expédition. Commander une caisse, poireauter, payer et bouffer des bouchons. Une tannée. À l'Aria, en 8 minutes à pied, t'y es. Cet isolement va à l'encontre de tout ce qui fait battre le cœur de Vegas. Personne n'a envie d'être enfermé dans un seul bloc. Les gens veulent avoir le choix, la liberté de se barrer si l'ambiance retombe. Le Wynn et l'Encore sont juste à côté, ils sont là depuis des lustres. Ils ont des fichiers clients monstrueux accumulés sur des décennies. Des habitués qui reviennent chaque année. Le Fontainebleau, c'est juste le petit nouveau qui essaie de piquer des parts de gâteau là où tout est déjà pris. Et le plus ironique dans tout ce gâchis, c'est que l'endroit aurait vraiment pu cartonner. Wynn a prouvé que le luxe cartonne au nord du strip, mais lui, il avait le nom de Steve, une base de données de dingue et une image qui pesait lourd. Le Fontainebleau, nada, le vide total. L'emplacement, c'était un coup de poker dès le départ. Mais sans passage et sans client fidèle, c'est devenu un arrêt de mort, direct. Tu ne peux pas coller un palace au bout du monde et espérer que les gens se tapent le trajet sans une putain de bonne raison. Le Fontainebleau est sublime, ok, mais là j'ai cassé, ça ne suffit pas quand tu es paumé au milieu de nulle part.
Surtout quand tu as 20 autres spots magnifiques bien mieux placés. Mais le pire, c'est leur fiasco total le jour du lancement. L'ouverture, c'est sacré, tu n'as pas de deuxième chance. Et là, ils ont tout foiré. Le Mother Wolf et le Vita, un carnage. Sur le site, ces deux restos étaient soi-disant prêts. La réalité, rideaux baissés et pancartes fermées sur les portes. Les clients qui avaient réservé des plombes à l'avance se sont retrouvés devant des portes closes et des employés largués. Seulement 21 restos sur 36 étaient opérationnels. Je répète, 21 sur 36. Ce n'est pas juste un petit retard, c'est plus de 40% de l'offre bouffe qui n'existait même pas. Tu te vends comme un palace de luxe, la bouffe c'est la moitié du kiff. Et toi, tu ouvres avec moins de 60% de tes tables? Même les panneaux n'étaient pas finis. Les clients erraient comme des âmes en peine pour trouver le casino, le spa ou même leur piole. Tout l'endroit faisait chantier pas fini, genre un entrepôt de meubles en plein travaux, galère totale même pour commander un Uber. Le chauffeur d'un journaliste a tourné 4 fois autant du bloc sans jamais trouver l'endroit où le récupérer. Le staff avoue que ce n'était pas un bug du premier jour, mais un énorme défaut de conception jamais réglé. Même quartier devait ouvrir. Des affiches annoncent une ouverture pour l'été 2025, soit plus d'1 an après le lancement. Ça envoie quel message aux clients? Que tu as balancé des noms avant même de signer les contrats. Tu as promis monts et merveilles sans pouvoir assurer derrière. Voilà ce qui arrive quand l'ego prend le pas sur le boulot. Ils voulaient faire du bruit, de gros titres, ils ont été servis. Sauf que l'hôtel n'était pas prêt et que c'était le bordel en haut. La directrice de l'exploitation s'est barrée au bout d'1 mois. Le directeur marketing s'est cassé après 1 mois. Le vice-président du casino viré après 2 semaines. Puis le directeur financier a nié les voiles. Le responsable technique s'est tiré. Le patron de la branche boisson aussi. Le responsable de l'accueil a été dégagé. Ce n'est plus un turnover normal à ce niveau-là, c'est une fuite massive. Les mecs sautent d'un navire qui coule. Quand tes cadres se barrent en quelques semaines, c'est que la direction est complètement pourrie de l'intérieur. On parle de gens qui ont lâché des ponts d'or dans de gros hôtels pour venir ici. Ils ont tout plaqué, déménagé leur famille et ils se sont barrés direct. Qu'est-ce qu'ils ont vu de si moche là-dedans pour fuir aussi vite? Un chaos de gestion totale, des objectifs délirants, des proprios qui n'écoutent rien et des guerres d'ego à tous les étages. Une machine à perdre du fric sans aucun plan de secours. Regardons les chiffres. Premier trimestre 2024, 192 millions de revenus. Ça a l'air réglo, non? Faux. Enlève les charges, la dette, les 8000 $ d'intérêt quotidien, l'assurance et la paye des milliers d'employés. Sans oublier le marketing et l'électricité pour le plus haut gratte-ciel du Nevada. Résultat, ils perdent 400 000 $ par jour. Pour être à l'équilibre, les experts disent qu'il faudrait 4 millions de revenus quotidiens. On en est loin, très loin. Ils font à peine 2,1 millions par jour, même pas la moitié du seuil de rentabilité. Taux d'occupation 49%. L'hôtel est pas moitié vide tous les soirs alors qu'ils visent des clients blindés prêts à payer le prix fort. C'est le crash complet. Tu ne construis pas un monstre de 3644 chambres pour tourner à 50%. Il te faut au moins 75 ou 80% juste pour survivre. Un hôtel gagne sa vie quand les chambres sont pleines, point barre. Chaque piole vide, c'est du pognon qui s'évapore à jamais et ils ne peuvent même pas brader les prix pour remplir. Si tu casses les prix, tu tues ton image de luxe. Mais si tu restes cher, tu regardes tes chambres rester vides. L'impasse totale. Un habitant du coin a résumé le truc. Pour être honnête, on se fait chier là-bas. C'est une galère d'y aller à pied. Moi qui vis à Vegas, je n'ai aucune raison d'y foutre les pieds, sauf peut-être pour un resto hors de prix une fois par an. Quand les locaux boudent ton casino, tu es mal. C'est eux le pilier, le moteur de Vegas. Ils viennent toutes les semaines, ils savent on les traite bien et c'est eux qui conseillent les potes de passage. Sans les locaux, ton socle s'effondre. Mathématiquement, ça ne tient pas. Tu ne peux pas cramer 400 000 $ par jour éternellement. À un moment, les banques flippent. Les partenaires commencent à poser des questions qui fâchent. Même les frères Koch exigent des comptes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand tout a commencé à s'écrouler? En juin 2024, Jeffrey Soper a tenté le tout pour le tout. Il a racheté un terrain de 2 hectares en face pour 112,5 millions de $. C'était l'ancien site du Riviera. Pourquoi? Parce que le Fontainebleau crève de faim et a besoin de ramener du monde. Peut-être des villas de luxe, des boutiques ou d'autres trucs pour compenser son isolement. Bref, une tentative désespérée d'exister. Injecter du fric dans une baraque qui coule, ça réparera jamais des fondations. C'est jeter de l'argent par les fenêtres.
Un habitué du milieu l'a écrit, Vegas, c'est pas Miami. Croire que le clinquant suffit pour attirer les foules, c'est du délire. En plus, il n'y a pas un chat. Racheter ce terrain, c'était un aveu de faiblesse, la preuve que leur bébé tenait pas debout tout seul. Ils se sont tellement plantés qu'ils ont dû s'étaler de l'autre côté de la rue. Le Fontainebleau n'a aucun carnet d'adresse, aucun allié dans l'hôtellerie. Les proprios n'y entravent que dalle au business des casinos. Résultat, le gouffre financier se creuse de jour en jour. C'est le chaos, tout le monde se rejette la faute. Les chefs se tirent. En mai 2025, ils ont lourdé plus de 60 croupiers. C'est plus une restructuration, c'est une hémorragie. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Les croupiers, c'est eux qui font rentrer les billets. Chaque table qui ferme, c'est du cash qui s'envole. Mais quand t'es aux abois, tu tranches dans le vif. On voit direct où ça mène. Premier trimestre 2024, 400 000 $ de pertes par jour. Deuxième trimestre, encore pire. Arrivé en 2025, ils virent les croupiers. C'est le début de la fin, la spirale infernale. Tu coupes le staff, le service s'effondre, les clients fuient, donc tu vires encore. Un pro du secteur l'avait prédit point par point. 2024, on dégraisse. 2025, on change les patrons. 2026, on brade les meubles. En 2027 ou 2028, c'est la mise en vente. C'est pas du pessimisme, c'est juste de la logique pure. On connaît déjà la chanson avec le Revel à Atlantic City, le premier crash du Fontainebleau, le projet de roue qui stagne, on sait comment ça finit. D'histoire bégayée quand on ignore les bases, et voilà pourquoi cette affaire vous concerne tous. Le Fontainebleau, c'est le symbole de tout ce qui cloche à Vegas, des grosses boîtes qui se paient des monuments à leur propre ego. Ils croient que les gens vont rappiquer juste parce que c'est beau. Ils s'assoient sur 70 ans de savoir-faire à Vegas. Les anciens avaient pigé un truc simple. Donne une raison aux clients de revenir. Des mises abordables, des croupiers sympas, un peu de chance et surtout du kiff. Des cadeaux pour les fidèles, des poignées de main de patrons qui connaissent ton nom, le Fontainebleau a voulu jouer au plus malin, faire le snob. Ils ont voulu faire du anti-Vegas et la ville leur vomit dessus. Un gars sur Reddit a tout résumé en 2 mots. Faire payer le parking quand t'arrives déjà pas à faire entrer les clients, c'est vraiment une idée de génie, tiens. Un autre à lâcher, j'espère que les frangins corps vont y laisser des plumes. Voilà l'ambiance, c'est de la haine, pas de la pitié. Parce que le Fontainebleau, c'est pas juste un bit commercial, c'est la preuve que Vegas a oublié qui faisait bouillir sa marmite. Des hôtels à des milliards qui ressemblent à des sièges d'assurance, de l'esbrouf sans fond, des patrons qui se croient plus malins que le marché. Les vieux de la vieille touchaient leur bille, Steve Wynn au Mirage, écoutez les gens, Sheldon Adelson au Venetian avaient tout compris au Congrès. Quand MGM a lancé le City Center, ils ont assuré leurs arrières pour fidéliser les clients. Tous les succès ici respectent les règles du jeu. Le Fontainebleau a cru pouvoir réinventer la roue. Ils pensaient que le délire de Miami marcherait. Ils ont misé sur le look au lieu de la tactique. Raté. Peut-être qu'ils vont s'en sortir, qui sait, Vegas a déjà vu des miracles plus tordus que ça. Faudrait que des nouveaux arrivent avec des idées fraîches. Qu'ils cassent les prix pour faire venir le monde, quitte à réduire les marges. Peut-être un partenaire hôtelier assez fou pour tenter le coup, mais pour l'instant, c'est le plus beau naufrage du strip. Une leçon à 3,7 milliards de dollars sur comment rater un casino. Et tous les cadors du milieu matent ça de près, ils prennent des notes sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. Bref, on en retient quoi? Vegas a percé parce qu'elle connaissait ses clients. Le Fontainebleau, lui, a la mémoire courte. Il voulait du Miami, de l'européen, tout sauf du Vegas. Résultat, Vegas a répondu en restant à la porte. Si vous regrettez l'époque où Vegas avait une âme loin des bilans financiers, racontez-moi vos souvenirs en commentaire. Pour connaître la vérité sur l'envers du décor, abonnez-vous, parce que ce feuilleton est loin d'être fini. Et Vegas continue sa lente mutation vers un truc qu'on ne reconnaît même plus.